Si vous êtes un adepte des formations en ligne, vous connaissez forcément la plateforme de mon invité. Bienvenue dans Level Up, le podcast de Madines en partenariat avec BNP Paribas Banque Privée qui décrypte les stratégies de croissance des startups. Salut Mathieu. Salut Maxence. Alors Mathieu, tu es le cofondateur d'Open Classrooms, une plateforme qui vise à favoriser l'emploi par le prisme justement de la formation en ligne. Alors ce qui est un petit peu atypique, c'est une aventure qui a démarré il y a plus de 20 ans, et c'est un projet qui s'appelait à l'époque siteduzero.com. Tu étais encore collégien je crois, et finalement ça a pris une ampleur complètement différente aujourd'hui, avec une entreprise qui est devenue Open Classrooms en 2013. Comment ce qui était qu'un hobby à l'époque finalement est devenu une véritable aventure entrepreneuriale à plein temps, qui est celle qu'on connaît aujourd'hui? Alors, c'était pas forcément un objectif au départ, mais c'est vrai qu'avec le temps, une forme de persistance, de pugnacité peut-être, de patience aussi, les choses ont grandi. Le bouche à oreille a fait aussi son effet. Et on s'est retrouvé progressivement avec une entreprise, au départ ce qui était un hobby purement de collégiens, lycéens, est devenu une entreprise avec des stagiaires, puis ensuite une entreprise qui embauche des CDI, puis qui se retrouve avec 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, qui fait des levées de fonds, puis enfin, voilà. Un vrai roller coaster entrepreneurial, mais c'est vrai que je compte plus les années maintenant. Ça doit faire bien 24 ans, ouais, presque un quart de siècle, c'est quand même exactement. Colossal. Donc finalement, il y a eu une première levée de fonds en 2012 avec la création officielle d'Open Classrooms, c'était donc en 2013. Évidemment, pendant 10 ans, il y a la croissance qu'on connaît. Et à quel moment justement tu as structuré cette phase d'hypercroissance qui est toujours un cap un peu critique à franchir pour une startup? À quel moment justement tu l'as préparé? D'entrée de jeu ou est-ce que tu as un petit peu attendu? Non, on n'avait pas forcément besoin de structurer une hypercroissance à tous les moments. Il y a eu plusieurs phases et honnêtement, il y a plusieurs façons différentes de voir ces phases. Je me souviens de la phase où on était juste mon associé et moi, et il y avait éventuellement 2-3 stagiaires. Je me souviens de la phase où on était une dizaine. C'était encore très différent de la phase où on était 30-50, qui était elle-même très différente de la phase où on était 100. Donc, je sais pas, il y a la particularité, je pense, qui a commencé à faire la différence, c'est quand on a eu besoin de pôles dédiés, RH, finance, donc en fait des fonctions support de l'entreprise qui jusqu'ici étaient un petit peu éparpillées, moins structurées. C'est le moment où on se dit ok là il commence à y avoir du monde et il faut se structurer. Alors on le sait, une aventure entrepreneuriale, c'est fait de haut, de bas, de cycle. Je crois que c'est une notion qui t'est chère justement. Comment tu te situes? Est-ce que tu es toujours dans l'anticipation quand tout va bien, justement tu prépares les périodes qui vont être un peu plus compliquées, ou est-ce que tu estimes justement que chaque situation, chaque crise est une situation différente qui mérite un remède différent pour le coup? Oui, alors effectivement j'ai tendance à dire qu'il y a que des cycles, mais je pense que tous ceux qui ont un petit peu d'expérience professionnelle, pas forcément seulement entrepreneuriale, savent que les entreprises vivent des cycles qui sont plus ou moins longs, tout comme les marchés boursiers suivent des cycles, comme tout dans la vie en fait est un cycle. Moi, j'avais tendance à pas mal anticiper avant, parce que je me disais, ok, après ce cycle-là, il y a ce cycle-là, enfin j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à anticiper. Aujourd'hui, je lâche un peu du lest là-dessus et je vis et me concentre aussi sur l'instant présent, tout en ayant quand même et en gardant conscience de la présence de ces cycles, mais sans rester obnubilé par ça, j'ai envie de dire. Alors il y a un cycle un petit peu perturbateur qui est arrivé en 2020, qui s'appelle la pandémie de Covid-19, avec une situation un peu paradoxale pour Open Classrooms, parce que d'un côté, faut maintenir une culture entreprise assez forte, alors que les collaborateurs sont bloqués à domicile à cause des confinements à répétition, et de l'autre, il y a quand même une tendance, une traction assez incroyable pour le marché des cours en ligne. Justement, comment tu as fait pour gérer un petit peu ce paradoxe? D'un côté, faut continuer à engager ses collaborateurs d'une manière assez forte, sans avoir les outils habituels au bureau, et de l'autre, en même temps, faut délivrer parce qu'il y a une traction assez forte, assez incroyable à aller chercher. Et c'est ça a été un double travail, ça a été assez brutal, assez soudain, parce que on avait beau être une entreprise de formation en ligne, dans la très grande majorité, nos salariés étaient tous au bureau, on était déjà peut-être 150, 200 à l'époque, j'ai envie de dire. Ouais. Donc c'était soudain parce que tout le monde s'est retrouvé confiné à domicile. On n'était pas si mal préparé dans le sens où tous les outils, l'IT, les ordinateurs portables étaient déjà en place, là où plein d'entreprises ont dû en panique chercher à acheter des ordinateurs portables quand elles n'en avaient pas ou ce genre de choses. Donc on était quand même plutôt prêt à faire la bascule, mais maintenant c'est vrai que ça a été soudain. Et la deuxième difficulté est venue que par rapport à d'autres entreprises où le travail a chuté, pour nous il a augmenté brutalement. Il a augmenté brutalement et on est même venu nous voir pour nous demander conseil régulièrement pour savoir comment on faisait de la formation en ligne, parce que finalement personne ne s'était vraiment intéressé à la question de la formation
100% en ligne. Les gens faisaient peut-être déjà des trucs hybrides, mais piloter une formation en ligne, il y a plein de façons de le faire, plein de façons de bien le faire et de mal le faire aussi. Et on avait cette expertise reconnue, mais d'un coup, c'est devenu quelque chose d'essentiel pour beaucoup de gens. C'est là qu'on a commencé justement à passer une partie de notre temps, en plus de gérer la croissance, l'hypercroissance, la demande entrante de personnes qui avaient en plus du temps libre pour se former. Donc d'un coup, tout le monde en France, dans le monde, commence à s'intéresser aux formations en ligne. En même temps, il fallait aussi gérer effectivement les situations parfois complexes des collaborateurs qui étaient un peu isolés des fois dans des lieux petits et confinés. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce lien? Voilà, c'était plein de questions, c'était assez intense, mais effectivement, on s'est beaucoup retroussé les manches. Et avec du recul, aujourd'hui, je peux dire qu'on s'en est quand même vraiment bien sorti. Et justement, quand il y avait ces collaborateurs qui se sentaient un peu isolés, est-ce que parfois il n'y a pas une forme de défiance chez certains qui était difficile à gérer? Et si c'est le cas, comment tu as réagi, comment tu as fait face à cette situation? De défiance vis-à-vis de l'entreprise? Du management Non, alors non, vraiment, sincèrement, on n'a pas eu de problème par rapport à ça. Parce que je pense que les bases étaient saines. Donc il n'y a pas eu vraiment de situation où les gens finalement c'était un peu le révélateur, le Covid. Si c'était sain ça marchait bien, si c'était pas sain ça se passait mal. Franchement je pense parce que le management par le temps de présence assis sur une chaise, c'est un truc heureusement qui avait pas cours déjà chez nous, donc on avait déjà cette flexibilité là. Elle s'est retrouvée juste plus mise sous le feu des projecteurs. Non, on a toujours été sur la base des objectifs et on a toujours été assez flexible dans la mesure du possible sur plein de choses. Donc franchement ça a très bien marché. Vraiment à ce moment-là on a dû être plus de 300, 400, etc. Je crois qu'il y a eu juste une situation avec une petite équipe où le manager pendant quelques temps tenait à ce que les gens restent connectés avec la visio. Mais ça a été vite réglé, on en a discuté et voilà, on s'est dit ok non, il faut un mélange de synchrone et d'asynchrone, mais on n'est pas obligé d'être tout le temps connecté pour... Même si je pense que ça partait pas forcément d'une mauvaise intention, c'était pas forcément du flicage, c'était aussi créer du lien et un peu en panique. On a l'habitude d'être dans une salle et donc autant recréer la salle. Mais s'il y a bien un truc qu'on a appris tant que c'est pas dans le métavers. Voilà, c'est ça. Et s'il y a bien un truc qu'on a appris avec Open Classroom, c'est qu'on ne peut pas copier-coller les modèles du présentiel quand on fait de la formation entièrement en ligne. Cette reproduction ne marche pas et est épuisante. On le voit avec des gens qui font de la visioconférence toute la journée. On n'est pas fait pour ça, c'est trop fatigant, c'est trop épuisant, on est concentré sur une petite distance à un écran, donc il faut trouver une forme d'équilibre entre les temps solo, asynchrones, des échanges par email, documents, des échanges synchrones et des moments de convivialité qui peuvent être organisés en ligne ou en présentiel hors Covid. Alors cette période forcément a été une période d'intense introspection pour beaucoup de collaborateurs et aussi de dirigeants d'entreprise. D'ailleurs, certains ont parfois se sont dit que c'était peut-être le moment d'aller voir ailleurs. Est-ce que justement tu as bénéficié ou non d'un effet boomerang où justement certains collaborateurs sont partis, finalement ils se sont dit bah Open Classroom c'était pas si mal, peut-être que je ferais bien de revenir. Est-ce qu'il y a un effet boomerang chez toi? À ce moment-là, on était plutôt dans une phase où on avait besoin d'embaucher des gens, donc il y avait peut-être quelques personnes qui partaient mais c'était à la marge. Non, cette phase-là, ça a été plutôt comment on accueille un maximum de gens, comment est-ce qu'on les onboard rapidement et comment est-ce qu'on garde surtout une culture d'entreprise, comment ça se construit. Ça, c'était nouveau. Non, la question de l'effet boomerang, elle est venue un peu après, quand on, j'anticipe peut-être un petit peu, mais post-Covid, le marché qui s'était beaucoup enflammé, et beaucoup trop enflammé, de toute façon, ça se passe toujours comme ça, c'est des cycles. Ouais, tout le monde s'excite, tout le monde pense que la croissance va faire 1 milliard de % jusqu'à l'infini et au-delà. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Mais du coup, le retournement de marché a été aussi assez violent pour plein de boîtes, y compris EdTech, et il a fallu prendre des actions, et c'est là où on a été... obligé de faire notre premier plan de départ volontaire, ce qui était une vraie expérience. Ouais. Et effectivement, ça nous a amené à nous séparer d'une partie des collaborateurs assez significative, avec des gens qui partent sur le coup, des fois des gens qui partent un peu après parce qu'ils se disent en fait j'aurais peut-être dû le faire avant, etc. Et aussi des gens qui reviennent après coup. Ils ont fait quelques mois dans une autre entreprise et finalement ils se disent en fait c'était pas si mal. C'était bien quand même. Ouais. Et justement, ce switch, le retournement de marché, comme tu dis, on passe d'une euphorie avec des valorisations complètement délirantes. Après, je crois que Open Classroom, ça avait pu justement un petit peu en tirer profit pour se mettre un peu à l'abri en levant 80 millions d'euros, je crois que c'était en avril 2021. Donc, ce qui a permis justement d'accélérer. Il y avait quand même une traction qui était assez forte, qui s'est pas démentie. Et il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois, changement d'ambiance assez radical, d'un coup d'un seul, plus d'argent qui coule à flot. Et surtout, les investisseurs disent, bon les gars, l'hypercroissance on oublie, maintenant c'est rentabilité first. Sauf que beaucoup de personnes, d'entrepreneurs n'étaient pas prêts pour ça. Comment tu as vécu ce switch qui a été quand même très très brutal? C'est vrai que ça a été soudain. On passe d'un moment où
Ce qui dirige en gros notre action au quotidien, c'est la top line, la croissance des ventes. Et la rentabilité, on y pense, mais on n'est pas les yeux rivés dessus en priorité. Du jour au lendemain, ça devient la question, parce que s'il n'y a plus d'argent sur le marché pour financer notamment l'innovation, ce qu'on faisait beaucoup, il faut passer dans une sorte de nouvelle religion, nouveau fonctionnement. Et donc ce changement de religion, il est soudain. Et il y a à la fois la question des dirigeants, comment est-ce qu'ils peuvent changer de braquet, comprendre ce qui se passe, changer de braquet suffisamment vite et être fait pour ça, parce qu'il y en a qui sont juste pas faits pour ça. Oui. Il y en a qui arrivent à faire les deux, il y en a qui arrivent pas. Et c'est très bien comme ça. Et après, la même chose pour les collaborateurs, qui parfois ont connu différentes phases avec l'expérience passée, d'autres pour qui Open Classroom c'était peut-être la première entreprise ou la deuxième, mais qui ont toujours connu le monde un peu de l'abondance des startups et pas du tout celui des plans de départ. Et là, comme je disais, vers l'infini et l'au-delà, de toute façon ça va jamais s'arrêter. Et finalement, et pour cela c'est aussi particulièrement dur parce qu'il n'y a pas ce repère. Voilà. Quand vous avez déjà vécu des phases et des cycles de marché, vous pouvez un petit peu plus respirer, entre guillemets, c'est toujours difficile, mais vous pouvez avoir un point de repère. Quand vous n'en avez pas, ça peut être surprenant. Donc pareil, il faut accompagner, il faut laisser aussi les gens experts en parler aux gens plus juniors. Et puis après, c'est la vie. Il y a des gens aussi qui vont faire leur vie ailleurs à un moment donné. On garde toujours le contact d'ailleurs avec la grande majorité d'entre eux parce qu'on a créé un groupe... une communauté d'alumni Une communauté d'alumni, pas d'élèves, mais d'employés Open Classrooms sur LinkedIn. Et de temps en temps, on annonce une naissance de quelqu'un ou un nouveau job de quelqu'un et il y a des échanges et c'est toujours très sympa de garder ce lien avec ces gens avec qui on a beaucoup sué ensemble, quoi. Oui, c'est clair. Justement, il y a eu, tu le mentionnais tout à l'heure, ce plan de départ volontaire qui, j'imagine, doit être un déchirement de devoir séparer une partie de ses collaborateurs. Ça, comment tu le vis sur le plan personnel et surtout, quand tu l'exécutes sur le plan professionnel, comment tu as géré cette situation qui doit être quand même un crève-cœur t'es partagé entre l'attachement, comme tu dis, vous avez sué ensemble, vous avez vécu plein de choses ensemble, et de l'autre, oui, mais il faut assurer la pérennité de l'entreprise et il n'y a pas vraiment le choix. Tu as peut-être une courte phase de déni en amont. Je pense que les entrepreneurs, de toute façon, par leur position, sont un tout petit peu en avance de phase du reste de l'équipe. Donc des fois, l'équipe ne réalise pas exactement ce qui est en train de se passer, même si on essaye d'être clair et communiquer dessus. Et donc, nous, on passe peut-être 2-3 mois à l'avance à se dire OK, c'est en train d'arriver, it's happening, quoi. Vraiment, ça se passe. Après, la question, c'est comment est-ce que tu fais en sorte que ça se passe le mieux possible dans un truc qui est forcément pas très drôle. Et là-dessus, honnêtement, j'ai pas de, c'est le premier, j'ai pas de retour sur d'autres, mais je trouve que, étant donné les contraintes qu'on avait, on s'est super bien débrouillé dans la maîtrise du tempo et des choses qu'on a fait, parce que honnêtement, ça aurait pu être ça peut très vite être n'importe quoi. Ça peut très vite être une catastrophe. Et j'entends des collègues dans d'autres boîtes où c'était un faux plan de départ. En fait, on pousse les gens vers la sortie. Donc, c'était aussi beaucoup plus sale parfois. Ça existe beaucoup. Oui. Ça existe beaucoup. On a voulu être très clair, très transparent. OK, c'est en train de se passer. On peut pas vous dire. Il y a des choses qu'on peut pas vous dire, mais c'est parce que légalement, on n'a pas le droit de vous le dire, mais on pourra vous le dire à cette date-là, etc. Et donc, je trouve, après, je suis biaisé, je suis entrepreneur, mais je trouve qu'on a su garder quand même, c'est assez formidable, une confiance avec la quasi-totalité des collaborateurs là-dessus, et qu'on a su traiter la situation le mieux possible, grâce aussi à la participation active de beaucoup d'entre eux, c'est pas que nous, c'est aussi les équipes RH qui ont fait un travail formidable. C'est aussi les représentants des employés qui ont fait un travail formidable et qui a été constructif. Donc on n'était pas dans un combat, on était dans un OK, c'est situation compliquée, mais on va trouver une solution ensemble. Et le truc que je trouve dur, particulièrement en France, c'est que la durée de ce genre d'opération est assez longue. Oui. Entre le moment où tu l'annonces et le moment où ça se passe, il va s'exécuter facilement 6 mois, parfois plus. On a réussi à le maintenir dans un délai très court pour la France, qui est 5 mois, mais en réalité... pour plein de gens qui nous le disaient, c'est trop long. Finissons-en, couper le cordon et tout, on n'en parle plus, mais on ne pouvait pas. Donc ça a été ça, mais ça a été une vraie formation pour nous. Et honnêtement, voilà, dans les moments difficiles, on a su aussi, je pense, rester un peu fidèle à nos valeurs et c'était pas évident parce que vraiment, c'est le genre de moment où c'est testé. Et déjà qu'en interne, évidemment, c'était compliqué à gérer, mais pourquoi s'être livré un exercice de transparence ? Enfin voilà, ça a été rendu public assez rapidement. Pendant cette période-là, il n'y en a pas beaucoup quand même qui communiquaient sur ce genre de choses. Les communiqués qu'on recevait beaucoup souvent sur l'hypercroissance, quand il y avait des phases plus compliquées, là il y avait silence radio. Pourquoi s'être livré justement à cet exercice de transparence ? C'est juste venu naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec mon associé, on se comprend et on n'a pas forcément besoin de réfléchir, de faire des tests, etc. C'est juste
notre intuition. Qu'est-ce que notre intuition nous dit? Notre intuition nous dit qu'il est en train de se passer quelque chose quand même d'assez particulier, qu'on a besoin d'en parler, nous, d'un point de vue presque psychologique aussi, pour dire, regardez, ça se passe comme ça, on fait au mieux, mais voilà, en toute transparence, à la mesure du possible, évidemment, parce que là, on ne peut pas parler des cas individuels, ce qui se passe. Je trouve que pour nous, c'est une forme d'exutoire pour dire aussi, regardez, c'est pas uniquement ce que les journalistes vous disent, il n'y a pas que des levées de fonds, il y a aussi des phases, etc. Et je pense que, inconsciemment, on pense que c'est un moyen de créer la confiance aussi vis-à-vis de notre réseau, vis-à-vis des gens qui nous suivent. Open Classroom, c'est une boîte comme ça, qui a des hauts et des bas, en fait, comme toutes, sauf que on le dit, on essaie d'expliquer ce qui se passe, et on pense qu'il y a plus de bénéfices que de problèmes à en parler. Alors en vrai, ça crée des problèmes, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec plein de gens qui ont essayé de nous débaucher des employés qui n'étaient pas partants, parce que tout le monde est arrivé d'un coup, donc ça, ok. Mais si c'était à refaire, franchement, je referais, parce que c'est nous, c'est notre identité, c'est notre côté un peu entier, voilà, on n'a pas besoin de tout dire, mais il y a quand même des choses, on se dit, si on ne le dit pas, il y a quelque chose qui est faux, en fait. Et on a besoin d'être vrai. C'est juste, là, encore une fois, on est dans le monde de l'éducation. Oui. C'est des marques, et les marques, elles inspirent confiance. Donc si ta marque, un jour, elle n'inspire plus confiance, tu casses tout. Donc c'est aussi une décision censée business, en fait, peut-être. Durant cette période, évidemment, il y avait l'enjeu de la fidélisation des collaborateurs qui restaient, mais il y a aussi celle du top management, et ça tombe bien, puisque c'est l'objet de la question de notre partenaire BNP Paribas Banque Privée, qui est posée par Daak Truong, directrice de clientèle. Bonjour Mathieu. Quel outil mettez-vous en place pour fidéliser votre top management ? Quels outils on met en place pour fidéliser le top management? Donc déjà, la notion de top management, c'est un truc que j'ai découvert dans la phase de croissance. On dit, tiens, il y a plusieurs layers, et il y a effectivement un codir, ce que nous appelle la C-team, etc. Oui. Enfin, il y a plusieurs layers, mais bon, il y a celui-là. Pour les fidéliser, il y a d'abord le même truc que tout le monde, c'est un projet d'entreprise fort. Une mission, c'est quelque chose que les gens sont vraiment accrochés à ce qu'on fait. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et dire un truc un peu banal, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a plein de gens pour qui ça aurait été juste trop dur si la mission les portait pas. Et donc, c'est valable aussi dans le top management, c'est qu'il y a un sens vraiment à ce qu'on fait. On rencontre des étudiants, des diplômés dont la vie a été changée. Certains me disent, vous avez littéralement sauvé la vie plusieurs fois, on l'entend régulièrement. Et donc ça, c'est un facteur humain, motivationnel très fort. Après, au-delà de ça, c'est aussi un fonctionnement en équipe, c'est des meetings réguliers sur des thématiques opérationnelles concrètes, c'est des communications aussi où ils prennent la parole et ils sont valorisés vis-à-vis du reste de l'équipe, notamment avec ce qu'on appelle chez nous des grandes récrés, qui sont des événements mensuels en streaming, parce que nous on est en télétravail pour beaucoup. Donc c'est un vrai studio de télé interne, parce qu'on a aussi notre propre équipe média. Et donc c'est aussi une façon de les fidéliser, parce qu'ils sont partie prenante de la communication, et on leur fait du media training pour qu'ils soient justement à l'aise devant caméra, etc. Après, de façon plus pragmatique, il y a toujours évidemment stock option et salaire, mais pareil, le but c'est pas d'attirer le salaire, parce qu'on n'a pas la possibilité vers le maximum, donc c'est d'être un peu cohérent. Donc stock option, ça joue un rôle important. Et là aussi, et encore pour être tout à fait entier, on avait du mal avec l'idée d'avoir juste le top management avec des stock options. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé ces dernières années, et encore tout récemment, de délivrer aussi des stock options à tous les employés à parts égales. Parce qu'il y a un gros travail extrêmement complexe d'ingénierie financière. C'est vrai que sur l'éducation financière des entreprises, on n'est pas aussi avancé qu'aux États-Unis. Enfin, on est quand même très loin en France. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. C'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, mon associé, notre directrice juridique ont passé bien 3/4 d'heure à expliquer le fonctionnement des stock options qui étaient délivrés. Pourquoi, comment ça marchait, avec des cas de simulation, tout en restant prudent, parce qu'on ne sait jamais complètement la valeur que ça, donc on ne peut pas promettre. Et je vois, il y avait plein de questions, et on répondait dans le chat en plus, etc. Donc on fait aussi une affaire de pédagogie en interne sur ces choses-là. Et je reconnais que c'est pas simple. C'est-à-dire que moi, je me souviens dans le passé, quand on avait délivré les premières stock options, quand on n'était pas nombreux, on avait expliqué, on était trop fiers avec Pierre, peut-être pas assez bien expliqué, les gens étaient là, ok, super, ils applaudissaient. Et ensuite, on va dire...
ticket restaurant remboursé à 100% pour tout le monde. Ouais, trop bien. Et dès que tu parles de stock option, c'est là, ouais, bon, ok, mais vous comprenez pas. Vous comprenez pas, c'est la différence entre ce qu'on vous offre. Mais parce qu'il y a un truc qui est immédiat, concret et que les gens peuvent comprendre, et un autre qui est beaucoup plus complexe comme objet financier pour lequel on n'a pas la culture forcément. Et alors qu'un Américain, il va le comprendre d'office. Potentiellement, en tout cas plus peut-être qu'un Français. Et c'est aussi pour ça, bon, encore une fois, on se refait pas, que je me suis mis à faire un cours sur les stock options qui est devenu public sur Open Classrooms et qui sert à former tous nos nouveaux collaborateurs pour expliquer le fonctionnement. Mais je reconnais que c'est pas simple et que moi-même j'ai dû me faire reprendre plusieurs fois par mon associé et directrice juridique parce que ah ouais, non, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué encore que ce que je pensais. Tu parlais aussi du télétravail et on a vu que beaucoup d'entreprises, y compris les plus grandes entreprises numériques, que ce soit Apple, Meta, Google et j'en passe, sont beaucoup revenus du télétravail, ont été passés de allez-y, aller bosser à l'autre bout du monde, full TT, il n'y a pas de souci. Quelle est un petit peu la politique chez Open Classrooms? Est-ce que justement tu t'es dit, bon, finalement, ce serait peut-être bien quand même de les ramener un peu au bureau, ou est-ce que finalement tu n'as pas trop changé de position depuis le Covid? Alors, ma position est assez grise là-dessus. C'est-à-dire que je trouve plein de très bons trucs et plein de trucs où je trouve c'est moins bien. Et j'ai pas de solution miraculeuse là-dessus. Concrètement, comment ça s'est passé? Jusqu'au Covid, on va dire 99% de salariés étaient habités en région parisienne et venaient au bureau quasiment tous les jours avec 1 à 2 jours de télétravail par semaine. C'était déjà en place. Le Covid arrive, tout le monde est en télétravail forcé, entre guillemets. Le Covid s'éternisant et la situation s'installant, il y a des gens qui commencent à s'installer ailleurs en France, voire dans le monde d'ailleurs. Et on continue à garder le contrat avec eux. Maintenant, bon, ok, on est officieusement sorti du Covid, on va dire. Et on se retrouve avec pas mal de gens encore en région parisienne, mais aussi beaucoup qui sont vraiment partout. Pas plus tard que hier, j'étais à Marseille avec les équipes de Aix-Marseille et on a pris des verres ensemble. On était une douzaine de personnes. C'était très chouette. Mais voilà, donc du coup, aujourd'hui, on a des hubs locaux. On a des événements qui sont en présentiel / streamés en ligne. Donc, on a développé une expertise de communication là-dessus. On a des événements entièrement en présentiel, 1 à 2 fois par an, où on fait venir tout le monde, y compris Royaume-Uni, États-Unis, quand on peut et quand on a les moyens, pour créer la cohésion d'équipe. Mais on est une boîte qui se dit remote first chez Open Classrooms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toujours des bureaux, mais plus petits. On ne peut pas accueillir tout le monde. En théorie, on peut accueillir peut-être 25%, 30% de l'équipe, max, je dirais, dans ces bureaux-là à Paris. On en a aussi à Londres et à New York. Surtout à Paris. Et là, remote first, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, on suppose que tu es en télétravail, mais tu peux venir quand tu veux et tu es le bienvenu au bureau. Simplement, il faut que tu réserves ta place pour qu'on soit pas plein. Et c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 1 an et demi. Et ça fonctionne pas mal. Et c'est bien, les gens le citent régulièrement. C'est quand même la confiance accordée par Open Classrooms par rapport à mon travail, mon organisation, elle est quand même assez unique. Et c'est vrai, ça fait partie de notre identité, de la façon dont on aime fonctionner. Donc ça, c'est le côté positif. C'est effectivement, c'est la confiance, c'est l'organisation, etc. C'est plein de choses bien. Le truc qui manque un petit peu et qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est les moments de convivialité comme celui qu'on a eu hier à Marseille. Et en même temps, il y avait à Bordeaux, il y avait à Lille, il y avait à Lyon, etc. Qui est le temps social présentiel. C'est pas tant le temps de travail assis dans un bureau côte à côte, c'est plus le temps de convivialité qui manque un peu et sur lequel il faut jongler entre les coûts de déplacement plus l'impact carbone, etc. Et cette nécessité. Il y a des gens qui ont plus besoin de ces temps-là que d'autres aussi. Et il y en a pour qui c'est un vrai sujet de santé mentale. Et donc on est aussi hyper vigilant là-dessus et on fournit un accompagnement aussi soutien psychologique pour toutes les personnes qui en ont besoin. Est-ce qu'il y a aussi d'autres mécanismes qui ont été mis en place justement pour avoir une politique RH en adéquation avec la situation actuelle dans le prolongement de ce que tu viens de nous dire sur le remote notamment? Des éléments de la politique RH en lien avec... Des mécanismes un petit peu justement pour avoir une politique RH en adéquation avec la situation actuelle qui est quand même pas la plus apaisante de l'univers, on va dire. Qu'est-ce que je peux mentionner? Oui, on a fait pas mal de choses pour les personnes qui doivent s'occuper de jeunes enfants ou de personnes âgées, ce qu'on appelle les Caretaker Days. Encore une fois, on parle anglais, c'est une start-up. Mais dont l'objectif est effectivement de fournir un soutien à ces personnes-là, y compris logistique. Après, en termes de politique RH, qu'est-ce qu'on a? Après, ça va être aussi tout ce qui est formation, upskilling pour ces collaborateurs. On a un plan assez ambitieux qui est en train de se développer chez Open Classrooms, aussi bien on les forme en interne avec des formations Open Classrooms qu'ailleurs, mais voilà, on y met les moyens et parce qu'on pense que c'est un truc absolument nécessaire.
Ensuite, voilà. Les idées manquent pas, mais le temps et les moyens parfois font un peu défaut. Mais je peux citer des trucs. Enfin, après, c'est plus des gestes ponctuels qu'on a pu faire. L'idée étant de surprendre un petit peu les gens. Pendant le Covid, on avait envoyé des paniers garnis à tout le monde aussi, spontanément. Donc ils avaient reçu par la poste des trucs. Ou encore plus tôt, dans la période du Covid, envoyer des masques FFP2, etc. à l'époque où c'était assez difficile à trouver. Donc ça avait été très 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 apprécié. Et aujourd'hui, c'est plus des éléments, en fait, des gestes simples de reconnaissance des gens. Et c'est un truc que j'avais pas réalisé moi au départ. Pas besoin d'être spectaculaire, mais une petite attention régulièrement. La petite attention qu'on fait typiquement, c'est quand les collaborateurs arrivent à un anniversaire de présence chez Open Classrooms, première année, deuxième année chez Open Classrooms, ils reçoivent une note signée de mon associé et moi pour les remercier pour l'engagement, plus quelques friandises. Mais c'est plus le geste et l'intention là qui comptent, et j'ai trouvé qu'à chaque fois les gens réagissaient très très bien là-dessus. Et puis d'autres trucs qu'on essaie de faire pour garder le lien, comme des dîners avec les membres de l'équipe dirigeante ou des fondateurs un peu aléatoires, des random coffee, là plutôt en visio ou des fois en présentiel. Spontanément, je vais voir des gens et je leur demande comment ils vont, quoi. Une dernière question, plus peut-être autour de l'impact social des entreprises, qui est une notion qui revient de plus en plus. Justement, est-ce que à tes yeux, c'est un sujet qui va devenir vraiment une tendance de valorisation pour l'entreprise? Alors peut-être plus en Europe qu'aux États-Unis, où c'est pas franchement le cas pour l'instant. Quel est ton regard par rapport à ça? C'est des sujets qui sont éminemment politiques là, pour les États-Unis. Non, je pense que on ne peut pas considérer que l'entreprise est mue uniquement par son profit et qu'elle a une raison d'être qui va au-delà de ça. Elle doit servir à quelque chose. Mais c'est une réalité. À part des entreprises uniquement financières, qui ont des objets uniquement financiers, ce qui existe, mais qui est quand même une minorité, heureusement. Il y a la raison pour laquelle une entreprise est née, c'est pour fournir un service, répondre à un besoin. Dans notre cas, c'est celui de se former, de trouver sa nouvelle carrière, un métier qui nous plaît, etc. Et donc, nous, on mesure cet impact, pas seulement en chiffres financiers et rentabilité, mais aussi et surtout en ce qu'on appelle career outcome, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont trouvé un job grâce à nos formations. L'an dernier, donc en 2023, on a arrêté les chiffres récemment, on a fait quasiment 52 000 personnes, c'est quand même beaucoup, 52 000 personnes, qui disent, grâce à vous, j'ai trouvé un nouveau job. Et ça, c'est un peu l'impact concret. C'est pas pour mettre en opposition avec la partie financière, le social et le financier, ça va de pair en pair, c'est juste que les deux doivent s'équilibrer. Tu peux pas... Justement, on va vers plusieurs types de comptabilité, financière, sociale, carbone... Et environnementale. Typiquement, la triple comptabilité financière, sociale, environnementale, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler avec le comité de mission d'Open Classrooms. Parce qu'en plus du comité d'administration, on a un comité de mission parce qu'on est société à mission, labellisé B Corp. Et donc, on regarde un petit peu comment on peut piloter pour être pas uniquement sur une lecture financière. Si tu fais pas attention, tu vas te retrouver sur une lecture uniquement financière. Et donc, tu vas passer à côté de certaines informations essentielles. Tu oublies déjà pourquoi tu fais ce que tu fais. T'as le cas de Boeing en ce moment qui est assez fascinant, qui est un truc qui a été piloté après, au bout d'un moment, un peu d'un point de vue uniquement de l'optimisation financière. T'as le cas, et je citerai pas de nom, des maisons de retraite, où encore on a entendu des trucs assez dingues se passer. Mais c'est parce que tu regardes que sur une certaine lentille. Donc le but, c'est comment est-ce que tu mets, pas une lentille, mais 3, on va dire, financière, sociale, environnementale, et jamais tu dis que l'une est absolument plus critique que l'autre. Tu peux pas opérer si financièrement t'es pas rentable. La question elle est évidente. Sur le plan social, pour nous, c'est l'objet, c'est la raison d'être d'Open Classrooms, c'est d'avoir un impact social qui améliore le niveau de vie des gens. Et donc c'est ce qu'on va mesurer. Et après, l'impact environnemental, c'est une question centrale, tu ne peux pas ignorer, et donc qui fait partie aussi des arbitrages que tu dois faire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. À méditer, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Level Up.